Mais il y a des institutions comme LVMH ou comme d'autres qui interdisent, quand elles vont faire une exposition, elles interdisent toute copie, toute image. Et puis il y a des galeries comme Gagosian, ils ont trouvé un système où il est impossible de faire une copie à partir de leur site. Donc les images, on ne peut pas avoir une copie d'une image pure, à moins, et même ils avaient organisé une grande exposition du même artiste dans le monde entier. Ils ont, je ne sais pas combien de galeries, une trentaine de galeries dans le monde entier. Ils avaient organisé pour, je ne me rappelle plus l'artiste, qui fait que des points, des ronds, la même exposition dans le monde entier. Et il était interdit, on pouvait faire des photos, mais interdiction de faire une photo. Il y avait des agents à Paris, dans la galerie rue de Ponthieu, il y avait des agents. Donc interdiction de faire une photo du tableau. On est obligé d'être devant. Alors qu'il y a des œuvres qui vont être présentées ailleurs. Il y a une œuvre qui a été présentée chez LVMH et qui est produite chez au Macval. Au Macval, on peut la regarder, la filmer, la reproduire, mais quand elle était produite en direct, parce que au Macval c'est une vidéo, mais quand elle était produite en direct chez LVMH, on avait interdiction de la filmer, voilà. Il y a des choses que je trouve bizarres dans votre... Parce qu'il y a l'économie de la publicité, toutes les économies de la publicité, dans YouTube, tout ça. Donc quand on regarde quelque chose d'assez long, on est obligé de se taper de la publicité. Donc Google se rémunère sur de la publicité. Voilà. Et donc maintenant, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, fait la même chose. En fait, on ne peut pas, quand on veut regarder des vieilles séries, comme moi, j'aime bien Vidocq, je suis désolé, c'est ma jeunesse. Vidocq, et on ne peut pas regarder Vidocq, il y a un petit bout de 10 minutes, et puis après il faut acheter quelque chose, je n'ai pas très bien compris le système, mais on ne peut pas regarder quelque chose. Et ça, c'est ce que j'appelle les modèles à plusieurs versants. C'est-à-dire qu'en gros, on ne vend pas l'image, on ne vend pas la musique, on vend l'attention de la personne qui est sur Internet, on vend à des gens qui sont intéressés par des entreprises qui sont intéressées par cette attention. Donc ça c'est un des modèles que j'ai décrit. Après ça, ce que vous dites, c'est vrai. Il y a toute une série d'acteurs qui essayent de limiter au maximum la diffusion vaporeuse. C'est la cocotte minute. C'est la stratégie de la cocotte minute, mais ça marche, malgré tout, ça marche pas très bien. Et dans les exemples que vous donnez dans le marché de l'art contemporain, précisément, on arrive à s'en sortir en essayant de jouer la rareté de l'objet, l'exclusivité de l'objet. Donc on construit des dispositifs de plus en plus sophistiqués pour créer de la rareté. Là où c'est choquant, moi, je trouve, c'est dans les musées publics, alors certains musées on peut photographier, dans d'autres musées on ne peut pas photographier, on nous interdit de photographier alors que c'est des œuvres qui appartiennent aux citoyens. Là, ça pose des vrais Moi, je pense au-delà de questions économiques, ça pose des questions d'éthique. Hein. Dans quelle mesure les gestionnaires de musées peuvent nous empêcher de prendre des photos, en plus on ne prend pas l'objet, peuvent nous empêcher de prendre des photos de choses qui nous appartiennent. Il faudrait qu'il y ait un procès là-dessus, parce que juridiquement, disons qu'un règlement intérieur suffit de... ne pas gêner le public qui est présent. Mais en fait, toutes les images qui sont dans les musées, on va sur Muséum, il y a un site Vidéo Muséum, toutes les images, on peut les prendre, hein. Elles ne sont pas protégées, si on fait un exposé, n'importe quoi, on peut les prendre. Mais si vous voulez, je pense que la vraie question, personne n'a dit que le commerce n'existait plus ou que la culture muséale avait disparu. Donc, il y a, les industries culturelles, elles perdurent. La culture de diffusion aussi. Maintenant, le problème, c'est qu'on a la concurrence d'un troisième modèle, qui est celui de l'appropriation, qui est celui de la conversation. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce modèle fonctionne selon des règles qui sont les règles même des dynamiques culturelles. L'échange, le partage, la circulation, et que pour ces raisons, ces fonctionnements apparaissent, en particulier pour les jeunes générations, beaucoup plus désirables que tous les autres systèmes. Alors on a un exemple assez intéressant de cocotte minute aujourd'hui, donc de système protégé, qui est le cas Tintin,
et des éditions Moulinsart. C'est un cas intéressant parce que là, on n'est pas dans le marché de l'art, il s'agit d'un objet de la culture populaire, mais on sait que donc, les éditions Moulinsart sont extrêmement protectrices des droits de la création d'Hergé, qui lui n'est plus là pour en juger, et ont poursuivi, par exemple, récemment, pour un tweet. Donc il y a un tweet a fait l'objet d'une poursuite en justice par les éditions Moulinsart, un tweet qui était une vignette de Tintin. Donc ça veut dire que quelqu'un avait mis sur Twitter, avait recopié une vignette de Tintin, et Moulinsart a poursuivi cet usager pour pour non-respect du droit d'auteur et usage frauduleux. Ils ont gagné le procès, puisqu'évidemment le droit d'auteur est pour eux. Alors, c'est le cas inverse de l'attitude de Getty que j'ai rappelé tout à l'heure. Donc, devant la même situation, vous pouvez avoir deux sociétés qui réagissent de façon diamétralement opposée, l'une en délivrant une accessibilité générale sur des contenus et en disant « voilà, système de l'alambic, on s'y retrouvera », et l'autre, système de la cocotte minute, on ferme, on verrouille, Alors, pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas comme ça? Si ça marchait, il suffirait que tout le monde fasse des procès à longueur de temps, et voilà, on a déjà des tribunaux assez encombrés, mais voilà, on pourrait évidemment multiplier à l'infini ce type de choses. Alors, le cas de Tintin est très intéressant parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, un contenu qui n'est pas appropriable ou qui est moins appropriable est moins désirable, devient progressivement moins désirable, et Tintin est aujourd'hui une forme culturelle qui est en perte de vitesse. Les jeunes n'aiment plus Tintin, ils ne lisent plus Tintin, parce que si vous êtes un jeune lecteur usager de Facebook et des réseaux sociaux, d'Instagram, etc., vous ne pouvez pas partager Tintin. Vous voyez, si vous faites un tweet avec un dessin de Tintin, Moulinsart va vous poursuivre. Donc, vous n'allez pas le faire, mais inversement, ça vous donne moins envie de lire Tintin, puisque un produit culturel intéressant, c'est un produit culturel qu'on peut partager, qu'on peut discuter ensemble, qu'on peut... Vous voyez, c'est ça la circulation culturelle. La culture, c'est le partage, l'échange, la conversation. Donc, en mettant Tintin de plus en plus hors conversation, Moulinsart est en train, en fait, de tuer la poule aux œufs d'or. Et on le voit très bien, en fait, là, on n'a pas les chiffres, mais effectivement, on sait que Tintin est un objet qui est de moins en moins lu et de moins en moins désirable. C'est-à-dire que voilà, ça ne fait plus partie des circulations culturelles, ils se sont exclus d'eux-mêmes, en fait, du système où par ailleurs, maintenant, circulent les Daft Punk, ce que vous voulez, tout un tas d'autres contenus culturels qui, eux, précisément, ont opté pour le système de l'alambic, c'est-à-dire un laisser-faire. Les Daft Punk disent, écoutez, vous voulez copier, allez-y, copiez. On ne va pas poursuivre en justice. Donc, les chansons des Daft Punk, c'est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement appropriable. Et voilà, on a donc les deux modèles opposés. Rendez-vous dans 10 ou 15 ans pour voir lequel aura effectivement gagné. Oui, alors, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, je ne connais en fait rien du tout à ces questions, mais j'avais deux questions qui concernent notamment le modèle de l'alambic, puisque quand vous avez évoqué ce modèle, la question c'était comment on pouvait effectivement reverser la valeur générée par ces œuvres artistiques aux ayants droit, aux producteurs. Et alors la question que je voulais poser c'était est-ce qu'on connaît finalement bien les solutions et on a du mal à les appliquer, ou est-ce qu'on est encore en train de chercher les solutions? Ça, c'était la première question. Et, enfin, peut-être que ça suffit d'ailleurs pour l'instant. Je vous en pose une deuxième. On les connaît à peu près, les solutions, en fait. Par exemple, pour les externalités territoriales, la solution, c'est la subvention. En gros, voilà... un festival génère de la valeur ajoutée sur le territoire. Le directeur du festival ne peut pas s'approprier toute cette valeur ajoutée. Eh bien, il va y avoir un système fiscal qui va faire qu'on va prélever de l'impôt sur l'économie locale et le reverser au festival pour qu'il équilibre ses comptes. Donc ça, c'est un modèle qui est connu, qui est très ancien. Dans le domaine de l'audiovisuel, il existe toute une série
redevances, de licences légales qui existent déjà, le droit pour copie privée par exemple, qui nous permet de faire des reproductions sans demander à chaque fois l'accord. Ben, il est financé par une taxe qu'on paye sur les supports vierges sur lesquels on peut enregistrer des contenus, des disques durs, des clés USB, des CD, des DVD. Donc ça, c'est une forme d'alambic. En gros, on dit, on vous laisse copier le CD que vous avez acheté, sans que vous demandiez l'autorisation, mais en contrepartie de ça, on taxe le support sur lequel vous allez le copier, et on fait revenir ça dans la filière. Alors, il y a des problèmes de répartition qui existent, il ne faut pas les nier, mais voilà, ça c'est un système d'alambic qui a été créé en 1985 et qui fonctionne. Le droit pour reprographie, c'est un peu le même système. Faire une taxe Google ou une licence sur les fournisseurs d'accès Internet, c'est des systèmes qui ne sont pas compliqués techniquement à mettre en place. Après ça, il y a des lobbies qui font que ça ne se met pas en place. Mais c'est plus une histoire de lobby que le fait qu'il n'y ait pas véritablement de solution, à mon sens. On a beaucoup parlé d'industrie culturelle ou de biens culturels et assez peu, je trouve, d'art. Si vous allez au centre d'art d'Anguin, qui est une ville d'art numérique, vous avez une exposition d'un artiste numérique qui s'appelle Capture, justement, et pas Appropriation. Et si vous lui parliez d'appropriation de biens ou même de création, c'est pas son monde. Ce serait beaucoup plus dans ce que disait André de pouvoir faire, c'est-à-dire d'un couplage tout à fait nouveau homme-machine et d'un plaisir très particulier de ce couplage homme-machine qui fait que les catégories anciennes sont quand même largement obsolètes. Bon, par exemple, il a eu 2 pages dans Libération, justement. Il va chercher, la machine est programmée avec 3 mots-clés pour aller chercher des rêves dans une banque de rêves, 200 000 rêves dans une université américaine. Et ces rêves apparaissent sur l'écran de façon totalement aléatoire avec ces mots-clés. Il dira que c'est de l'art, mais il dira que ce sera beaucoup plus un pouvoir-faire et surtout pas de la création. Il fait des groupes de rock et de pop en allant chercher de la musique sur le net, et la machine est programmée pour ça. La personne, ça passe par Facebook et Twitter, la personne peut l'écouter, le télécharger uniquement pour lui. Après, c'est d'effet du serveur, donc il n'y a pas du tout d'industrie, il n'y a pas du tout de consumérisme. C'est vraiment une tentative de sortir de toutes ces dimensions consuméristes et d'industrie culturelle. Et je crois qu'il faut vraiment, quand on rentre dans cet univers du monde numérique, il faut vraiment inventer d'autres catégories, même celle de trouver autre chose que pouvoir faire. La notion de création n'existe pas puisqu'il va programmer sa machine et il a un plaisir particulier à faire venir de l'aléatoire. Il ne sait même pas lui-même ce qui va arriver, mais il en fait quand même quelque chose. Un autre exemple, et je termine, avec des mots-clés, il va chercher sur le net des images, l'imprimeur imprime un t-shirt à partir de ces images, et quand lui-même ouvre, il ne sait même pas ce qui arrive. Donc voilà, je voudrais dire que la notion d'appropriation obsolète, la notion de bien obsolète, antinomique tout à fait avec la notion de flux et de fluidité, et qu'à partir du moment où quelque chose est mis sur le net, pour toute cette génération, c'est voué à la circulation, c'est voué à... et nos catégories sont vraiment très très loin de ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Et ce serait intéressant que vous alliez discuter avec lui. Il vit comment, lui? C'est quoi sa source de rémunération, du coup? Alors, il est prof d'art.
Il enseigne l'art numérique, mais à Montréal. Modèle biface. Modèle biface. Et ben oui, il est bien obligé de vivre. Bien obligé de vivre. Nous, on Moi, est biface. s'il n'y a pas d'autres questions sur la conversation qui m'intéresse beaucoup. Parce que il faudra donc apprendre un art de la conversation. Je me dis en t'écoutant. Parce que il n'y a pas de contenu qui soit lié à sa forme. Et ces transformations de forme que tu décris induisent des modifications du contenu. Et à la fois dans la manière d'argumenter un problème, de montrer quelque chose, il faut devenir maître de la conversation. Et là aussi, il y a toute une tradition littéraire, philosophique sur cette alors, parfois c'est vraiment désespérant le niveau de la conversation qu'on a sur le net. Et puis il y a d'autres lieux où c'est plus élaboré. Donc il y a tout un domaine intéressant qui est en partie lié avec la tradition littéraire et en partie lié avec cette chose que nous faisons, nous, forcément tout le temps, c'est-à-dire d'avoir en même temps des textes et des images, donc d'articuler ces deux domaines. Et alors je pense qu'il va falloir s'y mettre. Non, mais là, je te suis tout à fait, et c'est pour ça que j'ai employé le terme d'esthétique de l'appropriation, c'est-à-dire qu'il y a probablement, et il y a très vraisemblablement, voilà, des règles pour générer de l'attention, pour générer cette nouvelle valeur fluide qu'est l'attention. Tous ceux qui participent à la conversation, tu es l'un de ceux-là, apprennent ces règles, hein, en même temps, on les fabrique en même temps, on les apprend, on les découvre, on les expérimente. Mais je crois que c'est très important, comme j'ai essayé de l'indiquer à plusieurs reprises, qu'on comprenne bien que tout ça, effectivement, s'inscrit dans des continuums culturels beaucoup plus vastes et qu'il ne faut pas simplement les regarder comme des péripéties numériques. Voilà. Quand on emploie le terme de conversation, que je trouve un très beau terme, et un terme ancien, et un terme qui renvoie voilà, à des économies. C'est Milad Douai qui dit très bien que voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans cette culture numérique qui nous rappellent la Renaissance ou le XVIIIe siècle, plus que, disons, le XIXe par exemple, hein, ou les industries culturelles de masse des années 50 ou d'après-guerre. Bon. Donc tout ça, ce sont des remarques très intéressantes auxquelles moi je souscris tout à fait, et je pense que voilà, c'est pour nous, en tout cas, historiens d'art et de la culture, c'est très intéressant d'essayer de faire ces rapprochements, et il y a un matériau intellectuel fantastique là, à développer sur voilà, des redécouvertes hein, de fonctionnement que permet une certaine instrumentation aujourd'hui. Mais je voudrais quand même dire aussi, peut-être pour finir, mais en tout cas comme une note, disons, d'alerte hein, ou d'inquiétude, l'espèce de paysage qu'on essaye de décrire rapidement et qui concerne particulièrement les 10 dernières années, hein, peut se modifier. Et en particulier, on voit très bien aujourd'hui que la conversation, qui repose donc effectivement sur notamment des possibilités techniques d'appropriation, elle est très dépendante de l'instrumentation technique. Et donc elle peut se modifier, en fait elle est en train de se modifier. Et on le voit avec le passage aujourd'hui de l'ordinateur, voilà, qui est un outil très plastique, hein, avec lequel voilà, on peut effectivement sortir une image de son contexte, la recopier, puis la réintroduire dans un autre contexte. Mais ceux qui essayent de faire cet exercice sur une tablette ou, a fortiori, sur un smartphone, vont découvrir que c'est beaucoup plus compliqué et que, tout simplement, ce n'est pas toujours possible. Bon. Alors, quand on sait que les jeunes, aujourd'hui, utilisent le smartphone beaucoup plus que l'ordinateur pour toutes ces fonctions conversationnelles, on voit bien que le paysage que nous avons pu observer
maintenant depuis 10 ou 15 ans, peut très facilement s'orienter différemment, se modifier en fonction des possibilités techniques, juridiques, ou aussi des modifications. On est en train d'assister là en ce moment à peut-être la perte de la neutralité, de ce qu'on appelle la neutralité du net. Et voilà des éléments très importants qui peuvent modifier complètement le type de circulation qui alimente nos conversations. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que mon approche à moi, elle est descriptive. Je ne porte pas de jugement de valeur sur ces fonctionnements. C'est simplement une nouvelle culture qui émerge. Donc ça fait partie de notre travail d'essayer de la décrire sans... voilà, après, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est un autre problème. Mais par ailleurs, ces fonctionnements que nous observons ne vont pas forcément durer éternellement. Et au contraire, ils sont susceptibles de se modifier, on va bien voir, assez rapidement. Moi aussi, comme Joël, j'étais très intéressé par ton usage du terme conversation et par votre usage du terme vapeur. Je vois qu'il y a une dimension métaphorique dans les deux. Et j'imagine que c'est la situation typique face à une situation nouvelle où on bricole avec des termes qu'on essaie d'appliquer. Et chaque fois qu'on en trouve un, il me semble qu'on perd quelque chose, on gagne quelque chose. Alors pour la conversation, je suis sensible à ce qu'on gagne. Enfin, c'est déjà la question de la symétrie, toute une série de choses qu'on gagne. Il me semble que le prix, si tu veux, de l'usage de l'idée de la conversation, c'est pousser tellement loin la question de la dématérialisation que tu as critiqué justement, que finalement, il y a quelque chose de l'échange même de ces fameux objets dont on parle qui est un peu passé sous silence. En tout cas, je te pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un prix de pousser trop loin cette métaphore de la conversation? Quant à la vapeur, elle est un peu plus mystérieuse du point de vue de cet usage métaphorique. Et donc j'aurais envie de vous demander, alors moi ça me plaît, ça me parle, et d'ailleurs je remarque au passage que la cocotte minute elle suppose aussi une si j'ai bonne mémoire qu'à un moment ça dégage quelque chose, comme quoi ça explose. Mais alors ma question toute simple, c'est qu'est-ce que vous entendez exactement par vapeur dans votre vocabulaire? Parce qu'on voit ça donne envie, quoi, mais ça reste difficile à saisir. Moi là je suis ici, je joue le rôle de l'économiste, donc moi j'ai d'abord travaillé sur la valeur économique qui déborde des filières productives et qui vont se fixer sur d'autres entreprises. Et donc là, il y a toute une série de techniques pour essayer de mesurer cette valeur vaporeuse. D'un point de vue méthodologique, on essaye de mesurer ça, mais voilà, moi j'ai surtout travaillé sur l'effet que peut avoir l'existence d'une industrie de la musique dans un pays sur d'autres industries qui ne financent pas l'industrie de la musique. Pour moi, c'est ça la valeur vaporeuse que j'ai analysée. Alors, la grosse limite de ça, et je reviens du coup à votre balancement, c'est que nous, on est en permanence contraints à essayer de trouver un équivalent monétaire à cette valeur, et ce n'est pas forcément le bon équivalent. Toute l'analyse économique des valeurs non marchandes, en fait, c'est inapproprié. On essaye de trouver un équivalent monétaire à une valeur qui n'a pas forcément de contrepartie monétaire. Donc ça, c'est un peu c'est la grosse limite de ces réflexions-là. Deleuze emploie le terme de vapeur pour l'extracorporel. Quelque chose qui est décorporalisé de toute façon. Du coup, c'est assez intéressant de le mettre en parallèle. Non, je n'ai pas de réponse vraiment, mais j'enregistre tout à fait cette inquiétude-là, parce que oui, bien sûr, un choix métaphorique. C'est le couple Lemaître qui fait de la collection de vidéos. Ils ont un droit moral, en fait, avec les échanges avec
les producteurs de vidéos. Ils échangent, je crois que c'est 6 exemplaires qu'ils acceptent. Ou ils achètent un exemplaire unique. Bah, Ils font du financement. Ils font un peu comme Pierrotin. Ils investissent sur quelqu'un. C'est des fois des jeunes auteurs qui sont pas galerisés, pardon pour le registre. Ils investissent sur un auteur, peut-être que ça lui fait un financement, ça leur plaît. Après, ils ont un droit moral, chacun a un droit moral, eux ils s'engagent à ne pas le reproduire, et l'auteur s'engage aussi à avoir un exemplaire limité. Oui, mais ça c'est une construction qui est quand même, pour le coup, un peu alambiquée parfois, parce que de dire, ben voilà, je vais, cette vidéo, alors d'abord c'est quoi l'original de la vidéo? C'est le fichier numérique, c'est la façon dont il est présenté sur tel type d'écran. Enfin, il y a plein de questions très compliquées, hein. Moi je ne suis pas en mesure d'y répondre progressivement. Et ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue économique, pour qu'il y ait un marché de la vidéo qui existe, notamment un marché de la revente de la vidéo, parce qu'il y a des gens qui peuvent vouloir produire, soutenir, mécéner des artistes, des vidéastes, ou bien des artistes qui travaillent sur le numérique et qui créent de la conversation artistique avec d'autres. Ça, c'est une chose. Une autre chose est de savoir si la vidéo qu'on achète, on va pouvoir la revendre, sachant que cette même vidéo, on peut en avoir une copie qui ne dénature pas forcément complètement l'œuvre, par ailleurs. C'est toute la difficulté de ce marché des créations artistiques multipliables, comme la photographie ou la vidéo, où en gros on a l'impression il y a quand même une espèce de construction d'un discours ultra sophistiqué pour distinguer l'original de la copie, très difficile. qui parfois pose problème. Moi, je suis administrateur du FRAC des Pays de la Loire, et des fois on voit passer des choses assez. Il y a une construction de discours pour justifier des différences, pour qu'il y ait un marché. Moi, ça ne me pose pas du tout de problème qu'il y ait de marché, surtout si le marché permet aux artistes de vivre de leur travail. C'est son rôle. C'est pas mon problème, moi. Ça ne me pose pas de problème qu'on numérote la photographie pour en faire un objet qui va valoir très cher, ou qu'on numérote, ou qu'on crée des classifications pour distinguer la vidéo originale des autres. Ce qui me pose problème, c'est quand on essaye de me baratiner que ça a une dimension essentiellement esthétique. Mais sinon, le marché est là pour ça, d'une certaine façon. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup à vous deux.